Bonjour, vous écoutez Des SI et des Hommes, le podcast créé par Stratégie pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Des SI et des Hommes, une fois n'est pas coutume, je remplace Léonore et je suis en compagnie de Frédéric Perrard, co-président agile de la société Doing à Saint-Étienne, pour parler d'une notion tellement importante de nos jours et de l'impact du numérique sur notre environnement. Nous allons revenir sur le terme Green IT et ses différents aspects avec notre invité du jour. Bonjour Fred, ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Avant de te présenter, je vais te poser une première petite question, inspirée d'un podcast que j'écoute tout particulièrement, Extraterrien, de Bart. Quel est ton souvenir d'informatique, ton premier souvenir d'informatique ou de numérique ? Bonjour, mon premier souvenir du numérique, je le placerai au lycée sur des calculatrices. Alors on a commencé par faire des petits programmes sur des calculatrices Casio, des petits programmes qui faisaient des calculs, et puis finalement ça m'a vite plu et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire du développement de beaucoup plus de choses, et qu'on pouvait faire notamment du développement de petits jeux sur calculatrice. Et ça a été mon premier souvenir et le premier point qui m'a dit que je pouvais partir dans cette voie-là et proposer plein de choses en faisant du développement à mes collègues d'abord et puis en faire mon métier plus tard. Ok, super. Beau petit souvenir avec les Casio instruments, les Texas Instruments. Quel souvenir. On va maintenant te présenter tout particulièrement, nous expliquer aussi rapidement ton petit parcours et aussi ce que fait Doing et qui est Doing. Ok, alors moi j'ai une formation d'ingénieur, je suis diplômé de Télécom Saint-Étienne. Cette formation d'ingénieur, j'ai appris à gérer des projets numériques directement, et puis je me suis toujours vu comme un entrepreneur. J'ai toujours eu envie d'entreprendre dans le monde du développement. Je suis rentré dans une société qui s'appelle la société Doing à l'issue de ma formation, et puis j'ai évolué au sein de cette société et j'ai pu reprendre la direction et la reprendre avec un associé, donc d'où le fait que je sois maintenant co-président de cette société et co-gérant. Et dans cette société Doing, nous faisons des applications métiers. Ce sont des logiciels sur mesure qui sont proposés aux entreprises. On va faire des logiciels qui s'utilisent sur ordinateur, évidemment, avec beaucoup de logiciels web, et également des applications mobiles, tablettes, et depuis maintenant quelques années également des objets connectés à destination de l'industrie ou des services. On en parlera un petit peu plus tard avec par exemple des projets comme les projets E-Totem. Donc aujourd'hui la société Doing, c'est une vingtaine de personnes sur le territoire, plutôt des profils ingénieurs ou techniciens supérieurs. D'accord. Merci pour cette présentation. On reviendra sur quelques success stories de Doing. Maintenant, on va en venir au sujet du jour, le Green IT, ou le numérique responsable comme le définit greenIT.fr. GreenIT.fr, c'est une communauté des acteurs du numérique responsable menée par Frédéric Bordage, la référence en termes de Green IT, avec déjà plusieurs livres à son actif, beaucoup de publications sur ce sujet-là. Et ce collectif a été créé en 2004 et c'est un sujet donc qui intéresse maintenant depuis maintenant plus de 15 ans. Et je pense qu'il est intéressant déjà que tu nous fasses un petit topo sur les chiffres de l'impact du numérique sur notre environnement pour que nos auditeurs se rendent un peu mieux compte de ce qui se passe et ce qu'un clic peut avoir comme incidence. Alors effectivement, le numérique consomme beaucoup d'énergie. On pense par défaut que le numérique est vert puisqu'il va nous permettre de faire des économies de papier, des économies de matériel, etc. Et finalement, quand on se penche un petit peu plus sur le sujet, on se rend compte que c'est finalement totalement l'inverse, puisqu'aujourd'hui le monde est très très numérisé. Et le premier élément qu'on va avoir à notre disposition, c'est d'abord qu'en 2020, on a 11 équipements numériques par personne en moyenne en France. Donc 11 équipements par moyenne, si vous êtes 4 dans votre foyer, en moyenne ça fait 44 équipements numériques sur votre foyer. Alors on va avoir des ordinateurs, des smartphones, des imprimantes, des consoles de jeux, des objets connectés, et tous ces objets-là vont générer du trafic et de la pollution. Alors le premier élément concernant la pollution, c'est d'abord que en 2019, on a eu une bascule qui s'est passée
puisqu'à partir de cette année-là, le numérique s'est mis à polluer plus que l'aérien. Donc c'est déjà une bonne claque quand on s'en rend compte, puisqu'on pointe toujours du doigt ce secteur particulier de l'aérien, mais finalement, en 2019, déjà, le numérique consomme plus. Et la prévision aujourd'hui, c'est qu'en 2025, on aura la consommation des voitures. Donc le numérique consommera en 2025 plus que l'automobile. Aujourd'hui, on cherche à réduire énormément les consommations et la pollution des voitures, et bien il faut faire la même chose sur le numérique. Si on fait un petit focus un petit peu plus en détail encore, on se rend compte que 80% du trafic et de la pollution est concerné par la vidéo. Donc toute la vidéo sur Internet, que ça soit du Netflix, tous les réseaux sociaux vidéo également. Donc aujourd'hui 80% représente la part de vidéo. Et on va pouvoir également regarder les ressources qui ont été consommées en 2020 pour le numérique. Donc pour les ressources, on a plusieurs types de consommation qui sont faites. D'abord, ce qu'on aurait appelé de l'énergie primaire, donc ce qui est consommé pour produire de l'électricité, par exemple, pour le numérique. Donc aujourd'hui, cette énergie primaire, c'est 6% de la consommation en France. L'équivalent en gaz à effet de serre de la consommation, c'est 5% des gaz à effet de serre. Un point qui est totalement oublié en général, les consommations d'eau, puisque pour produire notre matériel et pour ensuite les utiliser, notamment par les data centers, on va utiliser 10% de la consommation d'eau en France uniquement pour le numérique. Donc avec des vraies problématiques autour de l'eau de partout dans le monde, on se rend bien compte de l'impact que ça a. Et une fois qu'on a dit ça, on va se positionner toujours d'un point de vue de l'individu. Alors on disait tout à l'heure, chaque individu a 11 terminaux numériques dans son quotidien. Et bien si on se met également pour un individu, pour l'énergie primaire, le numérique va représenter 8 heures d'allumage d'un radiateur électrique. Donc chaque jour, quand vous vous levez, vous allumez un radiateur électrique et il tourne pendant 8 heures juste pour vos objets numériques. C'est également 6 km de voiture. Donc pareil, dès que vous mettez le pied par terre, vous avez 6 km qui ont été produits en gaz à effet de serre. Et enfin, il y a 9 litres d'eau qui ont été jetés dans l'évier pour votre usage numérique. Donc ces éléments-là, l'électricité, les gaz à effet de serre et l'eau sont des points qui sont très importants à économiser aujourd'hui et on peut les économiser grâce à des nouveaux usages. Des chiffres assez impressionnants, on voit vraiment que l'impact du numérique a forcément un impact sur nos vies et sur l'écologie. C'est sûr que j'invite nos auditeurs à calculer le nombre d'objets numériques qu'ils ont chez eux et les 11, c'est une moyenne, donc forcément on en aura un peu plus. Et donc de l'impact que ça peut avoir. Et le Green IT, c'est de penser l'impact écologique de l'informatique et la consommation de ressources sur les 3 temps. Comme tu l'as dit, on a beaucoup parlé là d'usage, mais en amont, il y a aussi toute la partie fabrication du matériel informatique qui a forcément un impact sur le côté transport, d'où ça vient, par qui c'est fabriqué, quels sont les matériels qu'on utilise, etc., etc. Aussi sur la partie conception de logiciels, et ça on y reviendra tout particulièrement après avec toi. En aval aussi, l'usage de l'informatique, du matériel informatique. Tu parlais de la vidéo, 80% du trafic est fait par la vidéo, mais est-ce que par exemple on peut pas se poser la question que regarder un DVD consomme-t-il plus ou moins de ressources que regarder un film sur Netflix? Donc ça c'est des choses à bien regarder. Aussi sur la partie aval, c'est l'utilisation des logiciels. Est-ce que toutes les fonctionnalités sont bien utilisées sur le logiciel? Et ça c'est quelque chose que tu nous parleras aussi après, parce on développe des fonctionnalités qui sont jamais utilisées et qui donc consomment de la ressource pour rien. Et aussi sur une autre question, c'est la gestion de l'après-vie. Que fait-on de son matériel informatique lorsqu'on décide de ne plus l'utiliser? Et là, on pourrait parler des plateformes comme Back Market, comme d'autres plateformes qui existent, qui gèrent l'après-vie du matériel. On voit que les sujets sont très vastes. On pourra pas tous s'intéresser dans cet épisode-là. Là, on va surtout s'intéresser à un sujet sur lequel tu travailles particulièrement avec Doing depuis déjà quelques années, sur l'éco-conception des logiciels. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous éclairer un petit peu sur ce sujet qui est un peu mal compris par tous? Alors tu l'as très bien introduit. On a quand on utilise un outil numérique, on a donc l'amont, l'aval et la gestion de l'après-vie. Eh bien, c'est exactement la même chose quand on réalise un logiciel. Quand on crée un logiciel, on va d'abord commencer par une phase de réalisation, de conception. On va travailler sur notre produit, donc ça correspond à l'amont.
Puis après, on va travailler sur sa réalisation, son déploiement, son utilisation, et enfin, on va parler de sa maintenance et de son cycle de vie, sa fin de vie. Eh bien, c'est exactement la même chose quand on travaille sur de l'éco-conception de services numériques. On va commencer quand on va faire la conception et la réalisation par développer uniquement ce qui est utile et faire attention à ne pas faire de choses en trop, que ça soit dans les fonctionnalités, que ça soit dans les flux également qui transitent au niveau du logiciel. Et ce travail qui est fait en amont peut être fait grâce à une méthode qui s'appelle l'agilité, qui est une méthode qui permet d'avancer pas à pas et de se concentrer sur l'essentiel. On se concentre sur ce qui est le plus important au niveau du logiciel et on laisse de côté ce qui n'est pas utilisé. On le remet à plus tard en fait et on le réalise bien quand on en a besoin et quand on en a vraiment besoin. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte dès le départ. On réalise également des logiciels qui sont modulaires, qui peuvent être réutilisés et qui ont des usages qui peuvent être multiples. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a réalisé un logiciel qui est à la fois qui se concentre sur l'essentiel et qui est bien conçu, derrière il va falloir le déployer, l'administrer, l'utiliser. Et pour ça, on va déjà bien impliquer les utilisateurs, puisque les utilisateurs, quand ils vont nous faire des retours sur le logiciel, ça va nous permettre encore une fois de bien l'optimiser et de bien l'améliorer. On travaille également l'hébergement, je sais qu'on en parlera un petit peu plus tard en fait sur cette plateforme d'hébergement. Et enfin, on pense au cycle de vie à la fin de vie. Donc quand on pense à la fin de vie, on va mettre en place de la maintenance proactive qui nous permet de faire durer un produit et de ne pas le laisser mourir. Si on s'occupe pas de la maintenance d'un produit, on va avoir quelque chose qui va se mettre en place qui s'appelle de la dette technique. La dette technique, c'est finalement un petit malus qui se prend chaque fois qu'un nouveau navigateur va sortir, chaque fois qu'un nouvel ordinateur va sortir, que des nouveaux usages vont sortir. Et finalement, petit à petit, le logiciel va devenir obsolète. Alors que si on prend en compte tout ce cycle de vie au fur et à mesure du projet, de la conception donc la conception, le développement, l'utilisation, la maintenance, etc., notre logiciel va vivre beaucoup plus longtemps. Et on va pouvoir l'adapter au changement de process et à la vie de l'entreprise. Donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes à prendre en compte. Et on aura également des choses à faire qui sont des éléments techniques dont on vous parlera un petit peu plus tard sur un audit qu'on a réalisé et des éléments plus techniques. Merci pour cette définition assez précise de l'éco-conception. Donc c'est bien sur un cycle de vie, c'est penser à toutes les étapes du développement du logiciel et pas qu'à un certain moment. C'est assez important et il faut bien le rappeler. Comment vous avez mis en œuvre cette démarche d'éco-conception chez vous dans ce monde du développement? Alors cette démarche, on l'a mise en place en prenant justement ces étapes-là. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place l'agilité au sein de notre entreprise. Ça nous a permis de pouvoir proposer à nos clients des produits qui étaient très adaptés à leurs besoins et on ne perdait pas d'énergie à concevoir ou à maintenir des fonctionnalités qui n'étaient pas nécessaires. Et puis on a voulu aller un peu plus loin à un moment donné parce qu'on s'est dit finalement une fois qu'on a fait ça, on doit pouvoir faire des choses plus techniques. Et ces choses plus techniques ont été faites dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le CD2 Pro, qui nous permet d'apporter plus de compétitivité durable sur nos produits, nos process. Donc ce dispositif est porté par Ambition PME, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes et le CETIM. Et lors de ce dispositif, on a pu améliorer nos produits et nos méthodes de développement, cette fois, qui étaient vraiment des éléments purement techniques, pour consommer moins d'énergie. Il faut savoir que quand on réalise un logiciel, ce sont des tonnes, des millions de petites instructions qui sont faites avec, on imagine bien les lignes de code sur l'écran du développeur. Eh bien, ces lignes de code, elles peuvent être optimisées pour consommer moins d'énergie, que ça soit côté serveur ou côté post-utilisateur. Cette économie d'énergie, on va la faire de plusieurs façons. Soit on va économiser sur le poste de l'utilisateur, soit côté serveur, soit sur le flux, c'est-à-dire sur ce qui transite sur Internet. Donc on a pris nos logiciels, on a eu un audit de la part d'une entreprise tierce qui s'appelle Green Spector. Ils ont audité nos outils et ils nous ont fait des recommandations pour optimiser notre façon de travailler.
On a travaillé sur des éléments, que ça soit sur le développement serveur, le développement du poste utilisateur et sur la partie flux. Et en réalisant cet audit, on a pu améliorer nos outils comme ça et obtenir des vrais gains d'énergie qui ont été mesurés et audités, qui nous permettent d'être bien plus économes en énergie. Et justement, les résultats de ce travail, t'as des exemples, c'est quoi, c'est des statistiques, Alors, GreenSpector, qui réalise l'audit, fait des mesures, justement, des mesures côté serveur et des mesures côté client pour mesurer les économies d'énergie. Des mesures qui ont été faites avant les corrections et après les corrections. Et en prenant un logiciel qui est utilisé par du grand public, on parle ici du projet E-Totem notamment, on a pu comme ça réaliser des économies d'énergie qui nous emmènent à un gain de 450 tonnes de CO2 par an pour le logiciel concerné. Alors pour obtenir ce chiffre, eh bien il y a des mesures qui sont faites qui emmènent des économies d'énergie. On va multiplier par le nombre d'utilisateurs qui sont tous les jours sur l'application, par le nombre de journées, et on va obtenir comme ça notre équivalent. Donc 450 tonnes de CO2 par an économisées grâce à des correctifs de développement, eh bien c'est 450 allers-retours Paris-New York par exemple. Donc on voit qu'avec des corrections qui sont faites vraiment dans du développement logiciel, on peut avoir un vrai impact, et c'est ce qu'on cherchait à avoir au sein de Doing, d'arriver à mesurer ce qu'on pouvait faire à notre échelle. En fait. Merci pour aller un peu plus loin, et on va aller à l'extrémité de la chaîne. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a les data centers, les centres de données, là où on héberge tous les serveurs, où on mutualise tous les serveurs. Il y a nous aussi, les utilisateurs. On a souvent l'impression que les data centers polluent énormément en termes de brassage de données, consommation d'électricité, avec aussi des systèmes de refroidissement, parce qu'il faut refroidir les salles serveurs de manière que ça soit une température constante, un peu comme le bon vin. Qu'en est-il réellement? Quelle est ta vision un petit peu de la chose par rapport à ça? Alors les data centers consomment énormément, c'est vrai. Ils ont beaucoup d'efforts aussi. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur certains prestataires qui proposent des façons différentes de les refroidir, de les alimenter en énergie. Donc on peut déjà trouver des fournisseurs data centers, quelques-uns qui s'en préoccupent. À notre échelle, déjà, le fait de travailler sur les flux, travailler sur la consommation d'énergie côté serveur, eh ben ça nous permet déjà de limiter aussi cet impact sur le data center. Et puis je crois que quand on a une application qui est développée, qui a besoin d'un hébergement, il faut essayer d'héberger intelligemment. Tout comme on réalise un projet intelligemment, on réfléchit à ce dont on a besoin exactement, eh bien c'est pareil. Aujourd'hui, la facilité, elle est de prendre un hébergement qui est surdimensionné et qui va consommer énormément. Et finalement, en réfléchissant bien vraiment à ses besoins, à ce que consomme une application, à ce que consomment des services, on va pouvoir calibrer un hébergement de façon intelligente et ne pas devenir juste un utilisateur qui ne s'en préoccupe pas. Aujourd'hui, je pense que la grande règle qui était on a autant de ressources qu'on veut, on a autant de place qu'on veut, finalement on aura toujours de la place, toujours de la ressource, eh bien je pense qu'il faut l'inverser. Et il faut plutôt se poser la question de ce qu'on veut exactement et trouver son hébergeur qui correspond à ses besoins et ne pas forcément tomber dans, comme je disais, de la facilité d'hébergement. Tu nous as parlé tout à l'heure d'E-Totem, une société, enfin tu vas nous expliquer un petit peu mieux ce que c'est exactement, d'un de vos projets. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, et aussi les actions que vous avez pu mettre en place sur l'éco-conception du logiciel d'E-Totem? Alors E-Totem, c'est une société qui conçoit et distribue des bornes de charge de véhicules électriques. Ce projet est issu d'un projet collaboratif sur le territoire, donc c'est déjà une belle expérience et une belle histoire, puisqu'on s'est retrouvé autour d'une table, 3 entreprises, en se disant qu'on pouvait apporter des solutions dans le monde de la charge de véhicules électriques. Et cette entreprise aujourd'hui a une part de marché importante sur le territoire, avec quelques beaux projets qui ont été gagnés. Et là, on touche du doigt une autre composante du green, en fait, c'est cette fois de l'IT for green, c'est-à-dire de la technologie qui est faite au bénéfice du green. Donc ici, par exemple, des bornes de charge de véhicules électriques.
Donc ces bornes qui sont installées sur le territoire, finalement, ce sont des objets connectés. Et ces objets connectés, on va pouvoir y appliquer toute la composante d'éco-conception dedans, c'est-à-dire les fabriquer en France, les concevoir en France, plutôt proche de nos clients. On va pouvoir, sur toutes les briques logicielles, que ça soit dans la borne ou dans la partie serveur ou sur la partie mobile, appliquer justement ces concepts d'éco-conception pour arriver à avoir un produit éco-conçu et qui soit durable. Et qui soit durable dans sa conception, mais également dans sa durabilité dans le temps. On va parler un peu plus général maintenant, voir un peu comment tu perçois aussi la chose au niveau du monde entrepreneurial. Moi, j'ai mon avis aussi sur la question, mais est-ce que tu penses que les entreprises, voire même les gens, sont conscients de la pollution numérique qu'ils émettent par rapport à tout ce que tu as dit, tous les chiffres? Donc les personnes ne sont pas conscientes de la pollution numérique qu'ils émettent, que ce soit personnellement ou professionnellement. Alors personnellement, on commence d'avoir quelques statistiques qui sont données avec des collectifs, tu en as parlé, comme Green IT, comme Frédéric Bordage qui fait un gros travail de son côté pour justement expliquer ces éléments-là. Dans l'entreprise, je pense que c'est à nous professionnels de faire ce travail-là et de l'emmener à nos clients. C'est-à-dire nos clients ne viennent pas chercher ces éléments-là. Ils ne viennent pas chercher justement des éléments pure green dans la conception logicielle. Par contre, ce qu'on peut mettre en avant, c'est des éléments qui sont compatibles. On peut leur parler de performance, on peut leur parler de durabilité, on peut leur parler de maintenance, facilité. Et ces éléments-là, finalement, vont tout à fait dans le cœur du Green IT, puisqu'on en a parlé. Si on conçoit un produit intelligemment, il va être plus performant. Si on le maintient correctement, il va être plus durable. Et finalement, je pense que c'est à nous d'ajouter les valeurs en fait en disant, finalement, en travaillant sur la performance, la durabilité, la maintenance, on peut avoir aussi une démarche d'éco-conception. Et là, notre client va en avoir conscience au moment où on va lui en parler, mais pas vraiment en amont dans sa recherche d'outils. Je te rejoins complètement. Pour moi, les entreprises, les gens sont pas encore complètement conscients de la pollution numérique. Il y a du travail qui est en train d'être fait. Tu as cité Green IT, tu as cité Frédéric Bordage, il y a aussi l'ADEME aussi qui travaille beaucoup sur le sujet. On commence à avoir des effets de médias aussi là-dessus, donc c'est à force forcément ça va commencer à rentrer dans les mœurs. Une autre vision que je te demande, est-ce que les entreprises, est-ce que le Green IT devient plutôt un enjeu de la transformation digitale des entreprises, où la discipline n'est pas encore complètement prise en compte dans la stratégie des entreprises? Alors je pense qu'elle n'est pas encore totalement prise en compte dans les entreprises. On commence d'avoir quelques notions de green qui arrivent notamment sur les appels d'offres avec des éléments green qui commencent d'être demandés. Alors ils sont souvent demandés par défaut, mais sans vraiment connaître l'impact et l'enjeu que ça peut avoir. Voilà, on commence tout juste d'avoir des éléments comme ça. Un point également qu'il faut rajouter, on commence d'avoir également de plus en plus de candidats lors des recrutements qui viennent chez nous aussi pour ces thématiques, c'est-à-dire qu'ils nous contactent parce qu'ils aiment la démarche d'éco-conception qu'on peut avoir. Et ça nous permet également, nous, de pouvoir attirer d'autres talents, finalement, parce que cette démarche d'éco-conception, elle va toucher des candidats qui sont en recherche d'aboutissement et qui cherchent un emploi non pas juste pour la technique, mais également pour leurs valeurs. Donc ces candidats-là, dans le monde RH, peuvent aussi être touchés par cette démarche d'éco-conception, avec toute une génération qui s'en préoccupe un peu plus, qui veut en tenir compte dans son emploi. Je te rejoins complètement, c'est pas forcément l'enjeu majeur pour l'instant des transformations digitales. On commence à avoir les prémices de tout ça. Et c'est vrai que nous aussi, on voit des clients, des entreprises qui demandent de plus en plus sur la partie matérielle, à avoir du matériel reconditionné, par exemple, à pousser aussi le matériel jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la fin, entre guillemets, on n'est plus dans des plans de renouvellement tous les 3 ans d'un PC, etc., etc. Donc on sent certaines choses, et je ressens aussi que sur la partie éco-conception, c'est en train de bouger. Donc bon, tant mieux. On arrive à la dernière question, et je vais te poser aussi cette question-là. Quel est ton mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, ça va être la responsabilité. On a besoin, nous, professionnels du numérique, de prendre en compte ces besoins-là, et c'est notre travail à nous, et de ne pas céder dans la facilité à toutes les étapes.
pas céder à la facilité quand on travaille dans la conception, quand on travaille dans la réalisation, quand on gère un projet. Et c'est à nous, professionnels du numérique, de proposer ça à nos clients pour que du côté de notre client justement, il y ait de meilleurs usages et qu'on ait moins de consommation d'énergie sur nos outils. C'est sûr que c'est à nous, professionnels numériques, d'inculquer un peu cette nouvelle discipline. On sent qu'il y a des mouvements qui émergent à travers les collectifs qu'on a dit tout à l'heure, et puis aussi à travers les actions tout doucement du gouvernement. Il y a eu un guide là qui vient d'être paru il y a pas très longtemps du gouvernement sur cette partie impact du numérique sur notre environnement. Il y a tout doucement une vraie réflexion écologique qui se met en place sur la partie numérique, mais il faut réfléchir sur la posture et la démarche. Est-ce que les consommateurs sont-ils prêts à entendre qu'il faut revenir à d'autres usages, et sont-ils prêts à le faire? Ça, c'est un autre débat. Mais il y a aussi ce côté-là. Je te remercie beaucoup, Frédéric, pour toutes ces précisions. Je remercie nos auditeurs de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions à propos du système d'information, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook ou LinkedIn. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute pour ne pas rater nos prochains épisodes. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt sur DSI et des hommes.